Ho Chi Minh est la quintessence des traditions culturelles millénaires du peuple vietnamien et ses pensées sont l'incarnation des aspirations du peuple dans l'affirmation de leur identité nationale et symbolisent la compréhension entre les peuples du monde. Résolution numéro 24 de l'Assemblée générale de l'UNESCO, novembre 1987. Né dans une famille patriotique, dans une contrée mue par des traditions culturelles et révolutionnaires, dès l'enfance, le président Ho Chi Minh s'est forgé une forte personnalité. En 1905, pour la deuxième fois, il suivait son père à Hue et faisait des études à l'école Quốc học. Par sa perception sensible de la vie et par la volonté d'un jeune homme plein d'ardeur, il a réalisé profondément ses propos de son père. Les mandarins sont des esclaves parmi d'autres esclaves et leur esclavage est encore pire. Quittant l'école Quốc học de Hue, il se rendit à Phan Thiet et se faisait assistant de cours à l'école Duc Thanh, une école privée tenue par des lettrés patriotes. Plein d'admiration pour le mouvement de résistance aux Français des lettrés, mais il remarquait « Si on ne peut pas battre le rappel des masses, on ne dispose pas de force. Si on ne compte que sur l'aide étrangère, on ne peut réussir. » Octobre 1911, pour voir comment on faisait à l'étranger, puis revenir aider ses compatriotes, il accepta de se faire aide cuisinier à bord du bateau Amiral Latouche-Tréville. Partant d'un pays féodal soumis au joug du colonialisme, au contact avec la civilisation occidentale, il se sentait toujours seul. La liberté, l'égalité, la fraternité, ce dont il était en quête, n'existaient pas. Partout, les pauvres étaient exploités, opprimés. Le rencontrant en septembre 1924 à Moscou, le journaliste russe Ossif Mandelstam a écrit « De Nguyễn Ái Quốc rayonne une culture non européenne, peut-être une culture de demain. » Se rendant dans plusieurs endroits du monde, il assurait des travaux pénibles pour vivre et mener des activités révolutionnaires. Vivant au sein des pauvres, il observait la vie, réfléchissait pour trouver la vérité, liant le sort et les intérêts de son peuple à ceux de toute l'humanité. Août 1919, sous le pseudonyme Nguyễn Ái Quốc, il a publié plusieurs articles dénonçant les crimes du colonialisme et appelait expressément « Les indigènes ne supportent plus la honte, soulevez-vous ». Fondant l'Union des peuples colonisés et le journal Le Paria, il a affirmé le but de sa lutte, l'émancipation des personnes opprimées dans le monde. Il utilisait le journal comme un moyen, une arme efficace pour mener son combat. La ville de Canton, Chine, avril 2005. De l'Europe, Nguyễn Ái Quốc revint en Chine et habitait au numéro 250 rue Văn Minh. Đến năm 1925 thì người về Quảng Châu, tức là gần với En 1925, il revint à Canton, plus proche du Vietnam. Il créa l'association des jeunes révolutionnaires et publia le journal La Jeunesse. C'était grâce à ce journal de petit format, les pensées révolutionnaires, la voix de la révolution vietnamienne ont été largement divulguées.
Décembre 1938, travaillant au bureau de la 8e armée de route chinoise à Guilin, une fois de plus, il se liait à la vie des paysans pauvres du village de Lo Ma, district de Linh Xuyen, situé à 10 km du bureau. Durant ce laps de temps, il a écrit beaucoup d'articles aux journaux parus en Chine, Grande-Bretagne, France et Vietnam sous plusieurs pseudonymes. Dans son combat pour l'indépendance nationale et le bonheur de l'humanité, le président Ho Chi Minh a publié 2000 articles de journaux de différents thèmes et formes. Dans sa vie de militant révolutionnaire, Ho Chi Minh a été 2 fois emprisonné. La première fois était connue à travers le procès de Hong Kong et l'aide chaleureuse de l'avocat Lo Zibai et de son épouse. La deuxième fois, son emprisonnement a été décrit dans son carnet de prison. D'ordinaire, l'incarcération et la poésie sont difficilement associables. Les 134 poèmes qu'il a composés pendant plus d'1 an d'incarcération et de déplacement sur 1 millier de kilomètres constituaient un dialogue avec lui-même. Le 27 août 1942, il fut arrêté par les autorités du Kuomintang chinois. Il a pris note. Tuk Vinh qui veut dire prospérité et gloire, et pourtant c'est ici qu'on me couvre de déshonneur. Inventant la fable d'espionnage, on m'a arrêté sans aucune raison. Les frères de prison ne pouvaient emprisonner la pensée d'Ho Chi Minh, un homme qui prenait la liberté de l'humanité comme raison de vivre. Guangxi, ses 13 districts et 18 prisons ont mis à promener. Quel crime ai-je commis? Celui d'être fidèle à la patrie, au peuple? Il se libérait par la volonté d'un révolutionnaire et l'âme d'un poète. C'est ton corps qui est en prison, ton esprit n'est pas en prison. Pour mener ta grande entreprise, tu dois garder ton moral bon. L'âme d'un poète l'a fait échapper de l'emprisonnement pour venir à la nature. Quoique les jambes et les bras étroitement entravés, partout j'entends les oiseaux, je sens le parfum des fleurs. Sentir, écouter, peut-on m'interdire ce bonheur qui rend le chemin moins triste et l'homme moins isolé? La foi en le combat d'un révolutionnaire associé à la sensibilité d'un poète, il a écrit « La lueur à l'Orient déjà vire à l'aurore et balaie d'un seul coup les restes de la nuit. Un souffle chaud enveloppe le ciel et la terre. Le marcheur sent soudain remonter la flamme poétique. » Devant la magnificence de la nature et sa conjoncture, il a écrit « Guilin, le mal nommé, sans cannelle ni bois, rien que des eaux sans fond, des monts inaccessibles, au pied d'un banyan, une prison horrible, la journée sans lumière et la soirée sans voix. » Le 10 septembre 1943, libéré, il habitait et travaillait au numéro 2 rue Liaotai, ville Liaoshu. Devant sa maison se dressait le mont Sifang. Dans son poème « Entraînement à l'escalade de la montagne après la libération », il confiait « Des nuages, des monts et des nuages, un fleuve en bas miroite, et rien ne le ternit. Seul le cœur palpitant, sur Sifang-Ling, je marche, le regard vers le sud, la pensée aux amis. » Dans son carnet de prison, le président Ho Chi Minh a eu un poème exprimant ses sentiments chaleureux envers un ami chinois, M. Yang Tao, de nationalité Shuang, habitant la commune de Ba Mong, district de Tinh Tây, qui lui servait de guide. Arrêté et emprisonné comme lui, peu de temps après sa libération, Yang Tao a attrapé la tuberculose et périt dans la suite. Plein de regrets pour son ami, Ho Chi Minh a écrit. Et tout d'un coup, des vagues se déferlent. On vous jette en prison, monsieur Yang Tao. Le malheur s'abat subitement et maintenant vous attrapez la tuberculose. Quelle tristesse! Ho Chi Minh exprimait généralement la compassion aux pauvres, opprimés, et il voyait aussi des sentiments profonds envers des particuliers. Après le rétablissement de la paix au Vietnam, il a invité 7 paysans chinois ayant le mérite envers la révolution vietnamienne, les 2 districts chinois de Tinh Tây et Nam Phac, à visiter le Vietnam, dont le petit frère de Yang Tao, Yang Shang Kang.
Être reçu au Vietnam par le président Ho Chi Minh était non seulement la fierté du petit frère de Yang Tao, mais aussi de tous ses co-villageois. Nous étions invités par le président Ho Chi Minh et conviés à sa table. Il s'était enquis de la situation et de la santé de chacun de nos co-villageois. Il nous a fait visiter Hanoï, Haiphong, la baie Dalong. Il nous entourait de sollicitude. Je garde encore la photo prise avec lui. En juillet 1928, le président Ho Chi Minh s'est rendu au village de Mai, province Nakhon Phanom, endroit où beaucoup de Vietnamiens résidaient. Cha tôi, bác Hồ là một bản với nhau ở trong nước. Mon père et l'oncle Ho étaient des amis dans le pays, étaient tous originaires de Nam Dan. Lorsque l'oncle Ho se rendit à cette contrée, elle était couverte de forêts touffues. L'oncle Ho et ses amis avaient de leurs propres mains travaillé le bois pour faire des maisons. À la moisson, il pilait lui-même le riz. Sa rizière se trouvait à 10 km d'ici. À la saison des crues, il rejoignait les paysans à la pêche pour avoir de la nourriture et de la saumure. ผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นสถานที่แรก Ce qui était remarquable chez lui était sa soif de connaissance, sa façon de vivre toujours en bons termes avec l'entourage. Il connaissait bien la société thaïlandaise et recommandait aux résidents vietnamiens de vivre et travailler en conformité avec les pratiques et coutumes, la loi thaïlandaise, de vivre honnêtement et en bons termes avec le peuple thaïlandais. J'admire ces recommandations de Ho Chi Minh. Le président Ho Chi Minh est non seulement un bel exemple, un symbole du peuple vietnamien, mais aussi un dirigeant exemplaire dans le monde. Poursuivi par les agents secrets français, plusieurs fois, il a trouvé abri dans la pagode de Wat Pho, se faisant bonze pour continuer ses activités révolutionnaires. De Nakhon Phanom, il se rendit au village nord de la province d'Udon Thani. Là, il a créé une association de coopération et publié le journal Fraternité. Il se fixait un emploi du temps bien précis. Le matin, le travail dans combien d'heures, puis l'apprentissage de la langue thaïlandaise, la traduction des documents. Le soir, il tenait des cours de formation politique. J'ai un grand respect pour le président Ho Chi Minh pour ses sacrifices endurés pour le Vietnam. Dans tous les endroits où il a séjourné, que ce soit à Udon ou à Nakhon Phanom, il vivait toujours simplement comme d'autres habitants, mais avait une foi ardente en l'avenir du pays. En particulier, il réunissait les qualités d'un dirigeant de la lutte pour la libération nationale et pour le développement d'un Vietnam prospère. Et ceci n'existe pas chez tous les dirigeants. De la Thaïlande, Ho Chi Minh a traversé le Mekong et s'est rendu à un pauvre village au sud du Laos. Là vivaient beaucoup de Vietnamiens originaires des provinces de Ha Tĩnh et Quang Binh, fuyant la répression coloniale française après les insurrections du mouvement de soutien au roi. Ở chỗ này á, là tất nhiên là làng Siêng Hoan. Ici, c'est le village de Siêng Vang. Là, c'est la maison du vieux Yang. En fin de 1928, l'oncle Ho habitait cette maison. Il tenait des cours apprenant aux villageois de s'unir, de s'entraider et de s'orienter vers le pays natal. Après un certain temps, il est parti. Et ce n'était qu'après son départ qu'on savait qu'il était Nguyen Ai Quoc. Automne 1955, après plus de 100 ans d'esclavage, le premier travail du Vietnam indépendant que le président Ho Chi Minh entendait entamer concernait l'homme.
Déclenchant le mouvement d'enraillement de la famine, dans un article de journal, il écrivait « Je propose à tous nos compatriotes, et je vais le réaliser en premier, en l'espace de 10 jours, abstenons-nous d'un repas. En l'espace d'un mois, de 3 repas. Ce riz, nous le donnons aux pauvres. » Durant les années de résistance pleines de privations, il vivait en commun avec les cadres et combattants animés de sentiments paternels. L'hiver, il envoya une veste à un cadre avec ces mots. « Cette veste dont on m'a fait cadeau, je vous l'offre. En la portant, vous aurez chaud comme moi. » Il était particulièrement lié aux paysans et se souciait de leur existence. Réalisant bien la pensée et l'aspiration du peuple, il disait « Depuis toujours, mon cœur bat au rythme de celui de nos compatriotes. Je suis convaincu que nos compatriotes sont aussi toujours à mes côtés. De toute ma vie, je n'avais qu'un seul désir, un désir ardent, que tous nos compatriotes mangent à leur pain, aient de quoi se vêtir et soient instruits. » Partant de ce souhait de l'oncle Ho, le Vietnam est devenu le deuxième exportateur de riz dans le monde. « 60 ans auparavant, lorsqu'il déclencha le mouvement d'enraillement de l'analphabétisme, il a écrit « Maintenant que nous avons reconquis l'indépendance, un des travaux à réaliser d'urgence à ces moments est l'élévation du niveau d'instruction du peuple. Il appelait ceux qui ne savent pas lire, écrire, efforcez-vous de l'apprendre. Si la femme ne sait pas encore, son mari lui apprendra. Si le petit frère ne le sait pas, le grand frère lui apprendra. » Il recommande, on apprend pour pouvoir travailler, pour devenir un homme instruit. On apprend pour servir la patrie et l'humanité. Les jeunes générations vietnamiennes sont en train de réaliser le vœu de l'oncle Ho pour que le Vietnam puisse côtoyer les puissances des 5 continents. Le président Ho Chi Minh donnait lui-même un bel exemple d'attachement au savoir. Jusqu'ici, personne ne savait exactement combien de langues étrangères il pouvait utiliser. L'historienne américaine Josephine Stenson estime qu'il pouvait se servir couramment 12 langues. L'écrivain américain Larry Boston, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur le Vietnam et le président Ho Chi Minh, dit « Pendant près de 30 ans parcourant le monde en quête de la voie du salut national, Ho Chi Minh s'est rendu dans le même pays. Partout, il apprenait la langue du pays. Au Vietnam, il savait déjà le français, le chinois. En Amérique, il apprenait l'anglais, puis il apprenait le russe, le thaïlandais, l'italien, l'espagnol et d'autres dialectes. Il savait que pour comprendre la culture d'un pays, il fallait apprendre la langue. Selon les documents français, à Paris, chaque jour, il se rendait à la bibliothèque. Peut-être qu'aux États-Unis, à Boston, il se rendait aussi à la bibliothèque pour lire les ouvrages, journaux, pour se renseigner sur le mouvement de lutte, les us et coutumes, la vie de la population. Se souciant de l'environnement vital du peuple, au printemps de 1960, l'oncle Ho a déclenché le mouvement du Nouvel An lunaire de plantation d'arbres. Il disait « Dans l'intérêt de 10 ans, il faut planter des arbres. Dans l'intérêt de 100 ans, il faut cultiver l'homme. » Le Nouvel An lunaire de 1969, il planta le dernier arbre de sa vie sur la colline de Vật Lại, Ba Vy. Le mouvement de plantation d'arbres, de protection de l'environnement, est devenu une belle coutume empreinte du cachet culturel vietnamien. Autour de sa maison sur pilotis, Ho Chi Minh s'est créé un environnement d'une haute esthéticité, un cadre semblable au maquis de Viet Bac, d'une simplicité, d'une pureté en conformité avec son esprit saint et noble. Il ne voulait pas de distance entre lui et la nature et les hommes.
Bác Hồ đã trải qua 36 năm trời đi từ nước này sang nước khác. L'oncle Ho a parcouru plusieurs pays pendant 36 ans, liant sa vie au mouvement de lutte des peuples du monde. Il a assimilé les cultures du monde pour en faire un élément de la culture vietnamienne du passé, mais cristallise aussi les besoins de notre temps. Ho Chi Minh assimile les cultures de l'Orient et de l'Occident. Il n'appartient pas seulement à l'Orient ou à l'Occident. Il symbolise quelque chose qui est commune à toute l'humanité. Pour Ho Chi Minh, il n'y a pas de contradiction de limite entre l'Orient et l'Occident. Son esprit et ses sentiments ne sont pas réservés seulement au peuple vietnamien, mais à tous les peuples opprimés dans le monde. La quintessence de la culture vietnamienne et de celle du monde a été utilisée par le président Ho Chi Minh dans l'œuvre d'émancipation et d'élévation de la valeur de l'homme, dans l'édification de l'amitié entre les peuples, dans la création d'une culture nouvelle dans un monde sans oppression, sans exploitation de l'homme et sans guerre. À la lumière de la pensée culturelle de Ho Chi Minh, le peuple vietnamien est en train d'œuvrer pour l'amitié et la concorde entre nations dans un monde de paix et de bonheur à tout le monde.